« 450 000 tonnes de coton, c'est la prévision de la CMDT en 2013. La compagnie malienne pour le développement des textiles qui a réalisé un bénéfice de 14 milliards de francs CFA l'année dernière n'entend pas s'arrêter là. Elle vient de proposer un plan devant permettre d'atteindre les 800 000 tonnes de coton d'ici 5 ans. Les Bamakois ont soif et sont en colère contre la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA. Depuis quelque temps, elles sont victimes d'une grave pénurie d'eau. Pour crier leur ras-le-bol, les populations ont organisé des sit-ins devant les agences de la société. Nous nous intéressons ce soir dans la page santé aux médicaments traditionnels améliorés. Ce sont ces médicaments à base de plantes dont se servent de nombreux radiothérapeutes depuis un certain temps. Tessira Dambélé fait un zoom sur cette médecine traditionnelle qui s'avère être un véritable trésor pour les spécialistes. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal en ce lundi 15 avril. Cet après-midi, le président de la République par intérim, le gouvernement, les parents et compagnons d'armes ont rendu un dernier hommage aux 5 membres de l'équipage de l'hélicoptère qui ont péri le 12 avril dernier près de Oromodi dans le cercle de Mopti dans un crash. La cérémonie funèbre s'est déroulée aujourd'hui à la base 100 de l'armée de l'air. Écoutons le témoignage du professeur Djankouna Traoré, très touché par ce drame. Soldats et officiers du Mali et des pays qui nous accompagnent, j'ai tenu à m'associer à la cérémonie d'aujourd'hui, non pas parce que c'est la première tragédie qui frappe notre armée et ses alliés, non pas parce que seule notre armée doit compter. Beaucoup de soldats maliens sont tombés les armes à la main sur le champ de l'honneur, à l'image du vaillant capitaine d'Agalok, Seydou Traoré, et de nos valeureux enfants qui ont défendu la patrie à Konna, avant Konna, et partout sur la ligne de front. Par ailleurs, des soldats non maliens ont sur cette ligne de front perdu la vie. Je suis là aujourd'hui pour accompagner à leur dernière demeure 5 de nos enfants, 5 des éléments sur lesquels la nouvelle armée du Mali comptait. Je suis là aujourd'hui pour renouveler la reconnaissance du Mali aux troupes amies, celles de la France, du Tchad, du Nigeria, du Sénégal, de la Guinée, du Niger, du Ghana, du Burkina Faso et du Togo, qui se battent aux côtés de leurs frères maliens pour la libération du Mali, pour la liberté du Mali, pour la sécurité du Mali, pour l'intégrité du Mali, pour la paix et la sécurité dans le monde. Ce sont les soldats de la cause humaine et nous ne pourrons jamais les remercier assez. Eux, dont certains sont les premiers martyrs de la guerre du Mali, le commandant Boiteux, et tous ses autres compatriotes, et aussi les hommes de la vaillante armée tchadienne, tombés dans l'Adrar des Iforas après avoir mis l'ennemi en déroute. Quelle armée, quelle bravoure, quel engagement, du soldat à l'officier, du caporal au général. Le Grand Tchad symbolise le courage et la fierté. Mes chers compatriotes, nous devons à ces heures douloureuses, tous et toutes, nous associer au chagrin des familles aujourd'hui éplorées et partant avoir une pensée pour toutes les familles dont les enfants sont tombés sur le champ de l'honneur. Nous devons également et surtout faire en sorte que le sacrifice de nos martyrs, les nationaux maliens, comme les nationaux des pays amis, ne soit pas vain.
Paix à leur âme. Le reportage complet sur les obsèques des 5 disparus demain avec notre reporter Mamourou Sidibi. Avant de se rendre aux obsèques, le président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, avait successivement reçu le président des Maliens de Côte d'Ivoire, Mahamadou Diawara, et Youssouf Kamara, un Malien de l'extérieur résidant au Gabon. Les deux hommes étaient venus remettre leur contribution au président Traoré pour la reconstruction nationale. Reportage de Nando Dambeli. La première personnalité reçue ce matin par le président par intérim est Mahamadou Diawara, président des Maliens de Côte d'Ivoire. Il est venu remettre la contribution de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire au président Diankouna Traoré. La somme que nous avons pu cotiser au niveau de la Côte d'Ivoire, ça fait 36 91 250 francs CFA. Le président a lancé un appel à tous les Maliens de l'extérieur et de l'intérieur, chacun de sa façon de faire quelque chose pour le Mali. Et pour nous-mêmes en même temps aussi. Youssouf Kamara, deuxième personnalité reçue, est lui un Malien de l'extérieur vivant au Gabon. Il a voulu lui aussi répondre à l'appel du président de la République. Nous avons chaque Malien un souci de Mali. Je disais tout à l'heure, monsieur le président de la République, que je donne, c'est pas beaucoup. 10 millions, c'est pas beaucoup, mais faites que les gestes, c'est le plus important. Les gens qui donnent 1 franc, c'est pas petit. Chaque Malien doit contribuer pour notre pays. On a des soucis. Nous sommes des Maliens de l'extérieur, on a des soucis de notre pays. Pour ces deux compatriotes reçus par le professeur Diankouna Traoré, chaque Malien, où qu'il soit, doit se sentir concerné par l'appel du président de la République. Allons à l'intérieur du pays, le redéploiement rapide des forces de sécurité. C'est l'objectif de la visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Le général Tiefin Konaté était hier dimanche à Tombouctou. Environ 120 agents sont attendus dans les tout prochains jours dans la région. Envoyés spéciaux Mohamed Touré et Ibrahima Koulibaly. C'est par la visite des infrastructures devant abriter les forces de sécurité régionales que le général Tiefin Konaté, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, a entamé tôt dimanche sa mission de prospection à Tombouctou. Que ce soit au groupement des sapeurs-pompiers, de la garde nationale, en passant par les infrastructures de la gendarmerie, de l'office central des stupéfiants et de la police, aucun de ces bâtiments, totalement ou à moitié détruits ou saccagés, ne peut abriter les forces vu leur état de dégradation avancé. Cependant, il y a urgence de doter la région de ces forces indispensables pour la sécurité intérieure. L'opération concerne aussi bien la capitale régionale de Tombouctou que les cercles. Notamment, la police doit aussi être prête à tirer. Mais la gendarmerie, la garde nationale, doit être déployée dans tous les cercles de la région. Il est attendu dans l'urgence, c'est-à-dire les tout prochains jours, environ 120 agents de sécurité pour le compte de la police, des sapeurs-pompiers et de l'office central des stupéfiants. À la réunion de synthèse avec les directeurs centraux des forces de sécurité, le gouverneur, les préfets et les autorités politiques, plusieurs doléances ont été posées sur la table. L'équipement des forces de moyens modernes de communication, d'armes, bref, de logistique indispensable pour la réussite de leur mission. Ce qui est sûr, alors les services de l'État ont quand même fait le constat et donc les débits seront quand même transmis au pouvoir public et l'État, quand même dans la mesure de ses moyens, prendra des dispositions pour restaurer les infrastructures et avec naturellement l'appui des partenaires. Parce qu'il faut reconnaître quand même que l'ampleur des dégâts est énorme et la charge est vraiment très très grande. Le gouvernement a quand même promis quand même que dans les 48 heures, il trouvera vraiment des locaux pour quand même abriter la police et la protection civile dans les 48 heures. Et dès que ces locaux seront acquis, dans les jours à venir, nous allons donc faire en sorte quand même que la protection civile et la police retournent rapidement à Tombouctou. Le ministre est rendu à la zone de défense numéro 5 pour rencontrer les troupes. C'est avec un grand plaisir que le porte-parole de l'armée a peint la cohésion entre les différentes forces sur place. Cependant, il demande de moyens supplémentaires pour faire face à la guerre asymétrique qui leur est imposée actuellement.
Retour dans la capitale, le fichier électoral, le vote des déplacés et le retour de l'administration. Voilà ce dont il a été question lors de la rencontre entre le ministre en charge de l'administration territoriale et les représentants des partis politiques. C'était cet après-midi ici à Bamako. Les échanges ont aussi porté sur la sécurisation des élections et le budget qui s'élève à 65 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a brossé en introduction les différentes étapes du processus électoral. Étapes qui passent par la sécurisation totale des régions précédemment occupées, l'utilisation de la carte NINA, le choix du fichier électoral biométrique. Sur ce point, le délégué général aux élections précise. L'option a été faite et tout le monde est d'accord qu'il faut aller aujourd'hui vers le fichier électoral biométrique qui suppose des listes électorales biométriques. Le ministre reste ferme sur la date proposée, quels que soient les obstacles. Jusqu'à preuve du contraire, nous tenons à cette date, le mois de juillet pour les élections. La date de juillet est maintenue. Les partis politiques ont exprimé des inquiétudes, surtout relatives à la tenue réelle des élections présidentielles, à la sécurisation particulière des Kidal, à la distance des bureaux de vote entre les électeurs et surtout le bouclage du budget des élections qui s'élève à 65 milliards de francs CFA. Si on dit que les élections c'est 65 milliards, c'est pas 65 milliards qu'on vient nous donner pour organiser, c'est pas comme ça. C'est en fonction des activités qui sont programmées. Nous programmons les activités, nous montons les dossiers, il y a toute une procédure afin d'accéder à ces fonds. Et c'est comme ça. Et chaque partenaire aussi a ses règles particulières, même le Trésor malien, parce que nous avons prévu 25 milliards, mais il n'est pas dit qu'on accède à ça comme ça tout de suite. Il y a toute une procédure qui entoure ça, mais l'État aussi approvisionne ce compte en fonction des recettes, en fonction des priorités, en fonction des urgences. En tout cas, tout laisse à croire que le gouvernement reste strict sur la date proposée pour les élections présidentielles de 2013 et au ministre de préciser que l'établissement des listes électorales se poursuit jusqu'au 5 juin 2013. Et dans le cadre de la commission de suivi du processus électoral prévu par le comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion demain mardi 16 avril à 9h30 dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako les représentants des partis politiques. De 2013 à 2015, l'Afrique pourrait connaître un niveau de croissance de plus de 5%, cela en dépit de la reprise timide de son économie. Cette perspective économique, jugée excellente par la Banque mondiale, n'est toutefois pas suffisante pour la réduction de la pauvreté. Ce sont là les principales informations issues d'une vidéoconférence animée par les auteurs du rapport Africa's Pulse depuis Washington et suivie dans 18 pays par des milliers d'internautes. Ramata Konate nous en parle. À travers cette vidéoconférence, la Banque mondiale fait connaître son rapport 2013 sur l'évolution de l'économie africaine entre 2013 et 2015. Selon ce rapport, la croissance économique devrait atteindre plus de 5%. Cette performance de l'économie africaine est jugée insuffisante au regard de la pauvreté qui règne sur le continent. Ce qui est encourageant, c'est que la croissance a été excellente pour la réduction de la pauvreté, mais pas suffisante. Et nous constatons avant tout que dans un sous-ensemble de pays, la contribution de l'agriculture était plus grande à la croissance dans les pays pauvres en ressources que les autres. En plus de l'agriculture, mentionne le document, l'extraction des produits miniers et pétroliers, accompagnée de bonnes politiques, constitue les principaux atouts du continent. Ce rapport révèle aussi que 60 à 70% de la population africaine évolue dans l'informel. Quelles sont alors les actions à mener pour que ce secteur puisse contribuer au développement? La plupart de ces commerces informels, comme vous le savez, je les ai vus moi-même à Addis, n'ont aucun accès à la terre
sur laquelle ils vendent leurs marchandises. En conséquence, la police arrive de temps à autre pour les évincer, ce qui ne les encourage guère à investir dans leur commerce. Mais si vous leur donnez accès à un lopin de terre et leur garantissez la sécurité de leur propriété, vous les encouragez à investir. Et ensuite, éducation et aptitude. Si nous pouvons améliorer leur apprentissage, leur acquisition de compétences, ils peuvent aussi améliorer leur productivité. Contrainte de temps ou manque de volonté, certaines questions sont restées sans réponse. Il s'agit notamment de la question concernant le type de croissance dont parle la Banque mondiale et celle relative au paradoxe croissance africaine et faiblesse des fondements de son économie. Dans la même lancée, en 2012, la compagnie malienne pour le développement des textiles a réalisé un bénéfice de 14 milliards de francs CFA et prévoit une production de plus de 450 000 tonnes de coton en 2013. Mais la CMDT n'entend pas dormir sur cette embellie. Elle vient de soumettre à la réflexion des acteurs de la filière un programme de développement stratégique 2013-2018. Ce plan quinquennal prévoit à l'horizon 2018 800 000 tonnes de coton et 3 millions de tonnes de céréales. Youssou Touré. Avec une production de 453 000 tonnes de coton attendue pour la campagne 2012-2013, la compagnie malienne de développement des textiles renoue à la fois avec la productivité et le rendement. Résultat, la CMDT a réalisé un bénéfice sur ses activités de 14 milliards en 2012. Mais pour la compagnie cotonnière, tout cela ne suffit pas pour se mettre à l'abri des aléas. Il faut opérer un positionnement stratégique. C'est l'objectif de ce forum qui doit valider le plan de développement de la filière sur les 5 prochaines années. Il s'agit pour l'ensemble des acteurs de réfléchir sur les 5 ans à venir pour savoir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour mettre le Mali à 800 000 tonnes de coton graine, mais aussi 3 millions de tonnes de céréales pour la zone cotonnière. C'est bien possible. Vous vous rappelez, le Mali déjà en 2003 avait fait 600 000 tonnes de coton graine. Aujourd'hui, réfléchir pour sortir 800 000 tonnes de coton graine, pour nous, les solutions ne sont pas compliquées. Évidemment, le contexte a changé entre-temps. Évidemment, entre-temps, les questions de commerce au niveau mondial se posent avec beaucoup de difficultés pour nos pays. C'est justement à toutes ces questions qu'il faut réfléchir. Une quête de positionnement stratégique à laquelle adhère le département de l'agriculture. Le ministre Baba Berté, mettant l'accent sur l'importance du coton dans l'économie malienne, a appelé les différents acteurs de la filière à maintenir la cadence dans la production et l'innovation. La prise en compte des exigences des clients devient une impérieuse nécessité dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. Face à ce défi, il est indispensable de moderniser notre outil industriel. S'agissant du système d'information, des études sont en cours pour prendre en compte les ambitions de la filière en matière de système d'information. Et enfin, au sujet de la formation, un plan de formation est en cours d'élaboration pour le personnel et les producteurs. Partenaires incontournables de l'initiative, les producteurs réunis au sein de l'Union nationale des sociétés coopératives se sont dit déterminés à atteindre les objectifs du plan quinquennal, sinon aller plus loin. C'est nous-mêmes qui avons organisé avec la CMDT. On a envoyé des délégués dans chaque filiale pour échanger avec les producteurs, prendre toutes les occupations des producteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est l'atelier national. On va résumer tout ce qui ont été dit dans les régions et pour montrer ça au gouvernement. Parce que je pense que de 450 000 tonnes à 800 à 900 000 tonnes, pour moi-même, on peut aller jusqu'à 1 million de tonnes. Et pour finir en chiffres, la CMDT, pour atteindre ses objectifs de 2018, entend s'appuyer sur 204 400 exploitations cotonnières et atteindre un rendement de 1200 kg de coton graine à l'hectare. Restons avec les chiffres. 7e session du Conseil de direction du contrôle financier. Un conseil qui se tient dans un contexte particulier vu la crise que traverse notre pays. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a ramené les recettes budgétaires à plus de 1341 milliards de francs de plus de 1341 milliards de francs CFA à plus de 941 milliards de francs CFA, soit une réduction d'un peu plus de 29%, même si 2013 connaît déjà une petite amélioration avec la reprise de l'aide extérieure. Faisons le point avec Sira Batili.
Le conseil de direction du contrôle financier qui se tient pour la 7e fois est une mise au point de la gestion des finances publiques. Il donne des directives au contrôle financier, ainsi son aval est attendu sur le programme d'action gouvernementale destiné à améliorer et moderniser la gestion des finances publiques. Un programme qui entre dans sa 2e phase. Aussi, les acteurs du secteur porteront leur appréciation sur l'état d'exécution de l'interconnexion de la chaîne de la dépense publique et le contrôle de l'effectivité de la prestation. Les capacités opérationnelles du service ont été considérablement renforcées en équipement informatique, en équipement logistique, en mobilier des bureaux, et il y a aussi le renforcement des capacités des ressources humaines. En plus de cela, il y a les volets de concentration du contrôle financier. Le ministre l'a dit, à la date d'aujourd'hui, nous sommes représentés auprès de 10 départements et auprès de l'Assemblée nationale. Des innovations nécessaires car nul n'ignore que l'économie malienne a pris un coup durant 2012. Les raisons, la crise sécuritaire et institutionnelle. Cette contraction de l'activité économique a été accompagnée de la suspension de l'aide extérieure. Ces indicateurs macroéconomiques de l'économie ont obligé le gouvernement à adopter un collectif budgétaire en 2012. Collectif non pas pour élever les dépenses ou les recettes, pour faire baisser et les recettes et les dépenses. Un budget qui était prévu initialement à 1341 milliards en recettes a été hélas ramené à 941 milliards 640 millions de francs CFA, soit une réduction de 29,8%. De même, et puisque les recettes qui couvrent les dépenses ont baissé, il fallait également aussi ajuster les dépenses. Ces dépenses ont été ajustées de 1483,495 milliards de francs CFA à malheureusement 988,605 milliards de francs CFA, soit une réduction de 33,36%. Ainsi, 2013 connaît un léger mieux suite à la décrispation de la situation sécuritaire et la reprise des appuis des partenaires techniques et financiers, a rappelé le ministre avant d'insister sur la rigueur dans la gestion des finances publiques et le contrôle des dépenses publiques conformément à la feuille de route du gouvernement. Le sous-secrétaire d'État adjoint de la diplomatie et aux affaires publiques du Bureau pour l'Afrique des États-Unis, Michael Pelletier, était aujourd'hui face à la presse. C'était pour échanger avec les journalistes sur leurs différentes préoccupations. Le diplomate américain a réitéré l'engagement de son pays dans l'organisation des élections à venir et dans la sécurisation du pays. Reportage de Adama Kodjo. Avec les journalistes, il était question pour le diplomate américain Michael Pelletier d'évoquer la situation politique, sécuritaire et humanitaire du Mali. Monsieur Pelletier a rappelé aux hommes des médias l'attachement de son pays pour la tenue des élections au Mali. Une enveloppe d'environ 3 milliards 250 millions de francs CFA est prévue pour ces élections. Nous avons un programme d'aide pour la formation des observateurs des élections, pour l'engagement de la société civile dans les élections. Nous travaillons bien sûr avec les ONG, avec la société civile, pour essayer d'assurer que ces élections soient un succès pour les Maliens et les Maliennes. En dépit de la suspension de l'aide américaine dans certains domaines, les États-Unis poursuivent leur assistance humanitaire à notre pays. Près de 74 milliards 500 millions de francs CFA sont déjà annoncés dans ce domaine. À propos de la sécurisation du Mali, le diplomate dira que les États-Unis soutiennent les forces alliées dans les opérations de libération totale de notre pays. L'amitié et le partenariat entre le peuple malien et le peuple américain, c'est une amitié, un partenariat continu. Nous avons été ici au Mali depuis des décennies, nous y sommes actuellement et nous comptons continuer. À la question des journalistes relative à l'affaire Boukari Daou, le diplomate américain se réserve de tout commentaire sur une procédure judiciaire en cours. Cependant, le diplomate souligne que les États-Unis restent attachés à la liberté d'expression. Je vous l'ai annoncé dans les titres. Après l'électricité, Bamako tombe dans la soif. Depuis quelque temps, la capitale malienne fait face à une véritable pénurie d'eau. Les populations sont choquées et pour exprimer leur colère, elles siègent devant les agences de la Société malienne de gestion d'eau potable, Somagep SA. Une situation qui inquiète les responsables de la société. Kadidia Toukone est allé voir avec elle les raisons du problème.
Les Bamakois crient leur soif. Depuis quelques jours, des enfants et des femmes descendent dans les rues pour réclamer de l'eau. Les populations expriment ainsi leur ras-le-bol face à la pénurie d'eau. Ça fait 3 ans. Mais cette année, c'est pur. Nos téléphones sont réglés à 3 heures du matin. À 3 heures, tout le monde s'élève. Ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas de l'eau. Et à chaque fois qu'on fait des marches, on appelle des policiers pour nous chasser. Nous souffrons, nos enfants souffrent beaucoup. Ils n'ont même pas le temps d'apprendre leur leçon. Ils ne vont pas à l'école presque. À la Somagep, la situation est inquiétante. On explique ici que la demande dépasse l'offre. Nous avons cette période, nous avons beaucoup de difficultés à assurer la distribution de l'eau potable dans la ville de Bamako, surtout dans les quartiers qui se trouvent en altitude, qui sont un peu éloignés vraiment de notre base de production d'eau. Ce lundi matin, la situation a provoqué une manifestation des consommateurs devant une agence de la Société malienne de la gestion de l'eau potable Somagep. Un événement qui a mal tourné avec l'intervention des forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes, des arrestations. Voilà ce qu'ont mérité les manifestants. C'est vraiment un regrettable incident qui est arrivé aujourd'hui. Et nous n'avons jamais souhaité cela, mais c'est arrivé. Et nous pensons que c'est à tête reposée qu'il faut vraiment trouver la formule pour le grand bonheur du peuple malien. À Irimadjo, précisément aux 1008 logements, outre la pénurie d'eau dans les foyers, la situation perturbe même le programme scolaire, selon le directeur de l'école fondamentale. Bien avant aujourd'hui, il y avait la pénurie d'eau qui existait. Bon, on a procédé également à des changements d'horaire, parce que pendant toute la soirée, et jusqu'à 1h, des heures avancées, 2h, 3h du matin, les enfants aussi bien que les mamans également font la corvée d'eau. Bon, on a vu que les élèves venaient en retard et certains même également ne venaient pas les après-midi parce qu'ils dormaient. On était obligé de faire un changement d'horaire et maintenant les après-midi on ne travaille pas. Économisons l'eau pour l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens. Ce slogan de la Somagep concerne-t-il tous les quartiers de Bamako ? En tout cas, certains vont devoir attendre quelques mois pour comprendre le sens de ce message. Voilà, espérons qu'une solution soit vite trouvée au problème. Actualité internationale avec l'élection présidentielle au Venezuela qui a vu la victoire de Nicolas Maduro, dauphin de Hugo Chavez et actuel président par intérim. Il a été officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle avec plus de 50% des voix contre 49,7% d'adversaires. Enrique Capriles qui conteste cette victoire et souhaite que tous les bulletins de vote soient recomptés. Les fidèles chavistes s'étaient donné rendez-vous hier soir devant le palais présidentiel de Miraflores pour célébrer le triomphe de leur candidat. Nicolas Maduro, le dauphin désigné par Hugo Chavez de son vivant, avait pronostiqué une victoire par KO, mais il ne gagne que d'une courte tête avec 50,66% des suffrages contre 49,07% pour son adversaire, selon des résultats provisoires jugés irréversibles par le Conseil national électoral. Capriles, je te l'ai dit et publiquement. Si je perds pour un vote, je te laisse le pouvoir demain. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai gagné avec près de 300 000 voix d'avance. C'est la décision du peuple. Les supporters d'Enrique Capriles attendaient également les résultats du vote. Et le candidat de l'opposition n'est pas apparu pour reconnaître sa défaite, mais pour demander un recomptage de tous les bulletins de vote, dénonçant des irrégularités pendant le scrutin et des abus pendant la campagne. Je n'ai pas lutté aujourd'hui contre un candidat. Nous avons lutté contre l'utilisation de toutes les ressources publiques, contre l'abus des institutions et tout ce que signifie le pouvoir. Le Conseil national électoral ne serait cependant habilité qu'à recompter la moitié des urnes. Ce résultat serré et contesté risque de prolonger la tension qui a prévalu ces derniers jours au Venezuela, comme dans ce bureau de vote à Caracas où des électeurs de l'opposition affirmaient ne pas avoir pu voter. Le pays se retrouve plus que jamais divisé en deux moitiés, chacune ne reconnaissant pas la légitimité de l'autre. Retour à l'actualité nationale avec la tournée en 4e région du ministre de l'Élevage et de la Pêche. Une visite qui a concerné la zone pastorale de la commune de Bokiwere et les étangs piscicoles de Banakoroni. Le ministre a également eu une réunion avec les cadres et les professionnels de l'élevage et de la pêche de Ségou. La correspondance de Brahima Koné.
Les acteurs de l'élevage et de la pêche peuvent et doivent répondre aux attentes des populations. Parole de cadres et de professionnels de ces domaines pour résumer la rencontre de Ségou qui a permis de recenser les préoccupations des uns et des autres. À cette occasion, la cherté de l'allemand bétail, le problème foncier pour les parcs, l'ensablement du fleuve Niger et la dévalorisation de la pêche par certains non-professionnels ont été évoqués. Tous les au-delà, pour les bourtons, pour les toutous, c'est demandé au ministre, il n'y a pas de problème, c'est par les dispositions. Vraiment, le ministre s'est regardé, se dit vraiment, c'est par les dispositions. Vraiment, c'est très satisfait parce qu'il y a un an maintenant, il n'y a pas eu de ministre pour les regarder, les agroparcelles. Aujourd'hui, toutes les populations se satisfient. Pour le ministre de l'élevage et de la pêche, l'heure n'est plus à l'élevage de prestige. Il faut aller plutôt vers la production et l'élevage intensif qui contribueront certainement à promouvoir les filières viande et poissons. Dieu nous a donné les moyens. Parce que nous avions du cheptel, nous avions les potentialités en matière d'eau. Donc, il s'agit de nos engagements respectifs pour que nous puissions réussir la promotion de ce sous-secteur. Aujourd'hui, quand on va au marché... Le ministre Diané Mariam Kone a visité la zone pastorale de Missibougou dans la commune de Bokiwere, un espace de 33 000 hectares qui subit une forte pression foncière de la part de certains exploitants agricoles de l'Office du Niger. Enfin, les étangs piscicoles de Adamakane, à Banakoroni et les services déconcentrés ont aussi reçu la visite de la délégation ministérielle. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant était aussi à l'intérieur du pays. Dans la dernière étape de sa visite dans la région de Mopti, Alouata Ishata Saï a visité hier dimanche l'unité de vente de poissons sur la digue, le centre de coupe et couture à Komogul 2 et l'unité de poterie de Togul. C'était pour s'enquérir des conditions de travail du personnel et leur apporter le soutien du gouvernement. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Par cette visite aux opératrices économiques de la région de Mopti, vendeuses de poissons sur la digue, promotrices d'ateliers de coupe et couture à Komogul 2, l'unité de poterie à Togel, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a voulu s'enquérir des conditions de travail, prodiguer des conseils et apporter le soutien du gouvernement malien. Plusieurs problèmes ont été évoqués par ces opératrices économiques, notamment la baisse des revenus du poisson, le faible taux d'insertion au niveau du centre de formation Djamadjigui, où sur 6 promotions, 319 auditeurs et auditrices sont formés et la présence du type DIAL uniquement réservée aux apprentis tailleurs. L'objectif de cette visite, c'est de venir échanger avec les associations de femmes sur les problèmes qu'elles rencontrent dans la réalisation de leurs activités et les perspectives qu'elles ont. Et en plus, les rassurer du soutien indéfectible de notre département et rassurer aussi les autorités de la région de notre accompagnement et leur demander leur soutien à ces couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Elle a également remis des enveloppes symboliques aux vendeuses de poissons et les potières pour alimenter leur caisse sociale. Le collectif Cris de cœur fait le bilan de ses activités, de sa création à nos jours. Environ 30 millions de francs CFA en espèces et de nombreux dons offerts aux compatriotes du Nord. Ce sont entre autres les actions menées par l'organisation humanitaire qui était face à la presse hier, ici à Bamako. Le compte-rendu de Timoko Konati. L'occupation des régions septentrionales a engendré la création du collectif Cris de cœur, une organisation créée dans le souci d'apporter une assistance humanitaire aux compatriotes de ces régions. Après une année d'exercice, ses membres se sont réunis à la faveur de cette conférence de presse pour faire le bilan des actions menées et dégager les nouvelles orientations. Parmi ces actions, on retient l'ouverture des couloirs humanitaires, l'appui dans les domaines de l'éducation et la santé. Le collectif a soutenu, outre les compatriotes du Nord, les populations d'autres localités du pays, telles Yuwaru, Djabali et Banamba. Approximativement, on a dépassé après une trentaine de millions en espèces, mais en nature, c'est difficile à quantifier. Je m'explique, par exemple, un hôpital, un matériel médical,
quand un partenaire vous donne, on ne peut pas le quantifier. Et puis au niveau du Cris de cœur, ce qui est important, qui n'est pas quantifiable, c'est le bénévolat. S'agissant des perspectives, l'organisation humanitaire entend jouer sa partition dans la réconciliation nationale et la création d'emplois, notamment en faveur des enfants soldats. Quittons l'humanitaire pour la culture avec le lancement ce matin au CICB des journées de mobilisation contre la piraterie. Par cette journée, le ministère de la Culture, à travers le Bureau malien du droit d'auteur, se mobilise contre cette pratique qui met à mal l'industrie culturelle du Mali. Une occasion pour le département de se montrer solidaire des artistes. Cheikh Oumar Sangari. La tenue de ces journées de mobilisation contre la piraterie traduit la volonté du Bureau malien du droit d'auteur d'apporter une solution à cette problématique. Le phénomène s'intensifie avec le développement de la technologie. Téléchargement illégal sur le net, transfert de sons et d'images par téléphone portable pour ne citer que cela. Face à cette situation, le ministre de la Culture a insisté sur la nécessité de protéger les droits de l'auteur. Derrière chaque œuvre, qu'elle soit artistique ou littéraire, il y a toujours un effort physique et intellectuel, donc une dépense de soi, mais aussi du temps et de l'investissement. Cet effort mérite le respect de chacun et de tous. Il doit être récompensé. La redevance des droits d'auteur est la juste récompense de l'effort de création, mais aussi du précieux service que les créateurs d'œuvres rendent à la société, au public. Le thème retenu est « La piraterie tue la créativité ». Durant 3 jours, d'intenses activités sont prévues. Colloques sur les impacts de la piraterie sur le patrimoine culturel, conférences débat sur les droits de l'auteur et le développement économique, émissions débat radiophoniques, entre autres. Les principales victimes de la piraterie apprécient la démarche du département de la culture. Moi, je pense que c'est une bonne lutte qui ne date même pas d'aujourd'hui. S'il faut passer des mois, voire des années à concevoir des œuvres et les voir impuissants passer sous tes yeux, Dieu merci si nous avons un département qui en charge de cette culture, qui fait de cette chose une lutte vraiment personnelle. Cela va droit au cœur des artistes. Mariam Bagayoko et Adama Namakoro Fomba, 2 figures emblématiques de la musique malienne, ont reçu chacun des mains du ministre 2 millions de francs CFA en guise de solidarité. 1 million a été offert au groupe Yelabougou. Un mot de sport, football, championnat national Ligue 1. Hier, au compte de la 21e journée, les 11 créateurs de Niarela ont dominé l'USFAS 3-1. Le Djoliba AC, de son côté, a surclassé le CSK 5-0. Le résumé des matchs avec Siragato Sissi. Les supporters rouges jubilent dans la communion. Et pour cause, le Djoliba AC a administré une sévère correction au CSK 5-0. Cette équipe du Djoliba est renée de ses cendres. À la 14e minute, sur un corner d'Idrissa Namalaiko Traoré, Mamadou Sidibé prolonge le ballon de la tête au fond des filets. 1-0. Le calvaire des centristes commence. 44e minute. Suite à une erreur monumentale du gardien Alassane Diallo, Amara Malé va plus vite et marque 2-0. Score à la mi-temps. Les boys du CSK sont perdus dans leur jeu. Mamadou Doumbia est expulsé à la 55e pour 2 cartons jaunes. Au 73e et 78e minute, Mamadou Sidibé gagne ses duels avec le gardien du CSK. Et en toute fin de match, Arafan Sidibé transforme un penalty. 5-0. Le Djoliba AC grimpe provisoirement au 3e rang avec 37 points plus 17 en attendant la prestation du COB 4e 37 points plus 10. En seconde heure, les 11 créateurs de Niarela n'ont laissé aucune chance à l'USFAS battu 3-1 grâce au but de Yacouba Niaré 2 fois 39e et 65e et Aimé Kofi 42e. Adama Traoré sauvait l'honneur à la 82e minute pour l'USFAS. Sekou Diarra et Moussa Touré sont expulsés côté USFAS. Cette victoire est bénéfique pour les 11 créateurs de Niarela, 5e 32 points et toujours 2 matchs en retard. L'USFAS 14e 20 points et retombe dans ses travers.
La chronique santé du jour s'intéresse aux médicaments traditionnels améliorés, MTA. Depuis un certain temps, de nombreux radiothérapeutes, à l'instar de l'INRSP, utilisent des MTA qui sont à base de plantes de chez nous et qui sont sous forme de gélules, de tisanes ou encore de sirop. Selon l'OMS, 80% des malades dans certains pays d'Afrique passent d'abord chez les radiothérapeutes avant d'aller dans un centre hospitalier moderne. C'est dire que la médecine traditionnelle est un véritable trésor qu'il faut protéger. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Des traditionnelles feuilles d'arbre dans un canari aux tisanes, à la poudre ou au sirop pour satisfaire un besoin permanent en santé. C'est ce que connaît depuis des années le monde de la médecine traditionnelle au Mali. La tendance est de donner un autre aspect à ce qui relève du patrimoine national et aboutir à ce qu'on appelle médicaments traditionnels améliorés sans toxicité. En plus de la division médecine traditionnelle de l'INRSP, les tradithérapeutes maliens sont déjà lancés dans l'amélioration de leurs médicaments avec un œil sur la propriété. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de santé. Donc à travers cette propriété, j'ai eu l'initiative de faire des emmballages, de faire des dosages en gélules, en comprimés, en sirop, en tisane, selon dont tu peux prendre dans tes possibilités. Il y en a qui peuvent prendre des tisanes, ils ne peuvent pas prendre des sirops. Il y en a qui peuvent prendre des gélules, ils ne peuvent pas prendre des tisanes. On y fait aujourd'hui de plus en plus recours aux notions de posologie, de mode d'emploi et de date de péremption. La médecine traditionnelle est un véritable patrimoine national. Au Mali, l'itinéraire thérapeutique montre que la famille et les tradithérapeutes constituent le premier recours de plus de 80% de la population. La collaboration entre tradithérapeutes et médecine classique se développe avec plus de recours aux analyses biomédicales. Je ne peux pas travailler sans les hôpitaux, sans les cliniques. Parce que qui dit un bon traitement, dit une très bonne diagnostic. Le diagnostic c'est fait dans les laboratoires, dans des cliniques, dans des radios. Nous, on a besoin de ça pour pouvoir bien travailler. C'est pour ça qu'il ne peut pas donner une analyse sans pourtant demander aux patients. Je ne peux pas donner une ordonnance sans pourtant demander aux patients. Mais les tradithérapeutes connaissent leurs limites. Oui, pour proposer un traitement à des infections, à une constipation ou à un paludisme, mais certaines pathologies sont systématiquement renvoyées dans les centres hospitaliers modernes, comme ce jeune venu donner des explications faisant penser à une hernie et à une hydrocèle, mais chez un patient très jeune. Les trucs d'opération, les maladies qui sont arrivées à terme d'opération, nous, on ne peut pas gérer ça. Ça, c'est un des deux. Les maladies cancéreuses, on ne peut pas gérer ça. Les maladies trop compliquées, il faut aller voir d'abord un bon spécialiste. Les trucs diabétiques, que les tradipraticiens leur disent que va manger d'ici, que je peux te traiter à la fin. Non. Personne dans le monde entier ne peut traiter un diabète fini, mon frère. Personne. On peut stabiliser un diabète. On peut stabiliser un problème de tension, mais on ne peut pas les finir définitivement. Le département de la médecine traditionnelle, structure de référence au Mali, travaille aussi avec les tradithérapeutes pour mettre au point ces médicaments traditionnels améliorés. Le premier niveau de collaboration, c'est qu'on cherche de l'information auprès des tradipraticiens. Mais la collaboration, c'est également la prise en charge des maladies. Ce qu'il faut noter, que toute la médecine traditionnelle, ce n'est pas le médicament. Les tradipraticiens de santé, c'est des ressources de la médecine traditionnelle, des ressources humaines de la médecine traditionnelle. C'est eux qui vivent au sein des communautés. Et donc, c'est eux qui constituent le premier recours des patients. Donc, il est important pour la santé publique qu'il y ait une communication entre les structures de recherche de la santé et des structures de recherche sur la médecine traditionnelle avec ces ressources humaines. Autant la maladie a de beaux jours devant elle, autant cette médecine traditionnelle, source de merveilles, a de beaux jours devant elle.
Voilà, cette page santé met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme de votre télévision nationale se poursuit, un programme riche. Tout à l'heure, le journal d'information avec Mohamed Touré, votre émission sur la ligne de front et le magazine sportif à suivre également tout à l'heure. Et puis, un magazine que vous propose ORTM Ségou, magazine présenté par Dougou Fana Traoré, intitulé « Le complexe agropastoral et industriel de Modibo Keïta, portrait de l'agriculture du Mali de demain ». C'est à suivre ce soir sur l'ORTM. Demain, 10h-13h, Amadou Sankaré. Je vous invite sur notre site ortm.ml tout en vous donnant rendez-vous pour demain soir. Merci de rester sur l'ORTM.